Saxony, je vais leur blanchir. Enfin, bon, Ah ouais, tout à fait. Ça, c'est magnifique. Alors, écoute, voilà, là, on est prêt à y aller. Attends, je me demande si je vais pas la jouer comme ça. Ouais, alors, qu'est-ce que tu me disais, là, au sujet de l'anecdote? Oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'apprends que ton père, au lieu de se baisser pour ramasser son slip, par exemple, il le faisait avec ses orteils de pied. Hein, il ramassait comme ça, il prenait avec son pied le slip et il le mettait au lieu de se baisser. Voilà, c'est une anecdote qu'on apprend là de... Que ma mère raconte? Oui, absolument, pendant une conférence. Parce qu'à un moment donné, la conférence dont il est question dans cette cassette tourne autour de la morphologie et de l'évolution de l'homme au niveau du squelette, au niveau du cerveau. Et à un moment donné, elle souligne, elle met l'accent sur le rôle capital joué par le gros orteil. Elle rappelle d'ailleurs à ce sujet-là que le docteur Deluxe s'est fait bouffer, pour reprendre texto ses paroles, son gros orteil par une tondeuse. Donc, il lui a fallu une rééducation puissante, particulière, pour arriver ensuite à retrouver une certaine stabilité, un certain équilibre, parce qu'effectivement, il est capital, on peut saisir avec cet orteil, d'où l'histoire du slip. Voilà, tout simplement. D'accord. Attends, je vais juste te remettre le micro autrement. Excuse-moi, parce que là, je suis pas très content de la position de ce micro. Tu peux le mettre là, si tu veux. Non, ça va être trop compliqué. Comme ça risque de... Voilà, comme ça va être... Voilà. Il a tendance à partir en sucette vers ici. Bon. Ok, bon, ben écoute... Alors déjà, est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as vu mes parents? Alors justement, la première fois, alors il se trouve que ça devait être en 1984 ou 1985, c'était en été, et à cette occasion-là, je faisais un stage, une formation tourisme qui durait 1 an, qui se déroulait sur 3 départements bien distincts, à savoir le Périgord, l'Aquitaine et puis les Landes. Nous étions 5 de retenus par département, dont je faisais partie, j'avais été retenu pour la liste du Périgord. Et alors, donc, nous avions des stages en entreprise à faire. L'intitulé de cette formation était « Accompagnateur culturel et économique de pays ». Donc, ça embrassait un maximum de notions, bien sûr, à accueillir. Et donc, j'avais choisi, moi, la préhistoire. Et donc, dans le cadre de ces stages en été, j'avais choisi de guider à Lascaux 2, à Fond-de-Gaume, à Logeriotte. Et il se trouve qu'à cette époque-là, donc, tes parents habiter au-dessus du gisement. Ça va pas, j'ai un problème de son, putain, c'est terrible, la technique, hein, ça tape, c'est le blouson, ouvre-le complètement, on va essayer de plier le blouson, c'est beau, dommage, et puis tu le passes là-dessous, et puis tu le mets là, c'est des contraintes, ouais mais là c'est pas beau, tu passes en dessous, je te le laisse passer en dessous. Mais la pelle s'est tombée. Elle est là. Alors, ça. Quelle merde. Éternel. Je vois bien Lascaux quand ils arrivent, c'est pareil, ils s'ennuient. Quand ils me fixent les micros, il faut qu'ils... À Lascaux 2 des fois. J'en peux plus. Je te jure, ça me gave, mais vraiment trop. Parce que tu utilises des micro-cravates à Lascaux 2. Oui. Alors le temps qu'il le règle... Je le mets comme ça, en bas. Alors on va essayer blouson ouvert cette fois-ci. Parce que ce qu'il faut, c'est que tu essaies de pas trop bouger les mains. D'accord. Pas que ça tape dans le fil. Assieds-toi, si tu veux bien. Excuse-moi, Denis. Vas-y, non. C'est vraiment pas cool. Non. On est obligé de trouver un truc, un temps soit peu...
là, bah, si tu tapes pas trop sur ton blouson, ça devrait aller. Ouais, c'est le moins pire. Alors attends, tu vas me parler de l'arrivée à la logerie. Oui, alors vas-y, raconte-moi ton arrivée à la logerie, pardon. Donc j'avais, parmi les différents lieux où je devais faire un stage, j'avais choisi Logerie Haute. Et donc à l'époque, tes parents habitaient juste au-dessus, dans le logement de fonction, puisque ton père était encore maire des Aisies et conservateur du Musée national de la préhistoire. Et un matin, je crois que c'était un lundi, un jour de marché aux Aisies de Taillac, je croise ta mère. Et elle me dit, oui, bonjour jeune homme, vous travaillez à Logerie Haute. Je lui explique qu'effectivement je faisais un stage. Et elle m'avait invité donc à la rencontrer. On avait fixé un rendez-vous, je crois que c'était un jour de semaine, en début d'après-midi vers 14 h. Et donc elle me reçoit très aimablement, elle m'invite à m'asseoir. On commence à discuter, je me présente, donc je suis de Montignac, je connais Marcel Ravida, qui a découvert Lascaux, c'est un ami de mon père, donc elle m'écoute très gentiment, très poliment. Donc là, je suis en train d'apprendre la préhistoire, et puis, au bout d'un moment, elle m'interrompt, et elle me dit, excusez-moi jeune homme, derrière vous, derrière le meuble, il y a un épais livre de préhistoire, prenez-le, mettez-le sur la table, ouvrez-le à n'importe quelle page, n'importe quel paragraphe, et lisez-moi les 3 premières lignes. Et je commence à lire. Et ce livre n'était autre que le chef-d'œuvre d'André Louis-Gourand, Préhistoire occidentale, édition Masneau. Et je commence à lire. J'avais à peine fini la 3e ligne que, arrêtez, avez-vous compris quelque chose? Avant même que je puisse donner une réponse, vous ne savez rien. Vous n'avez rien compris. Je suis resté interloqué. Et à partir de là, une grande aventure va commencer qui va durer pendant plus de 10 ans. Et donc, elle m'avait engagé à lui envoyer une carte postale dans tous les sites où je passerais travailler. Et elle m'avait même suggéré de noter des idées, si jamais il m'en venait comme ça. Et donc j'avais commencé donc par Lascaux 2, si je me rappelle bien, et elle m'avait fortement conseillé, là aussi, de travailler la visite avec Raoul, qui était le meilleur guide de Lascaux 2 à l'époque, très pédagogique. Et donc au fil des visites, je commençais à noter, puis je lui envoyais des cartes postales. Et donc on s'était fixé rendez-vous, je crois, à la fin de l'été. Et donc je lui soumettais les idées que j'avais eues sur Lascaux. Et après les avoir lues, elle me dit, il va falloir maintenant préparer un mémoire de préhistoire à l'école des études à Toulouse, dirigée par le professeur Jean Guillain, qu'elle connaissait parfaitement bien, pour l'avoir accompagnée dans les laboratoires en culotte courte, comme elle me racontait, je crois, au musée des Aisies. Elle avait trouvé que j'avais de très bonnes idées sur l'art préhistorique, et moi je ne m'attendais pas du tout comme ça, à plonger, à devenir étudiant en art préhistorique. Et je le suis devenu grâce à elle. Parce qu'elle avait remarqué que j'avais un certain potentiel, que j'avais des idées qui risquaient d'intéresser les préhistoriens, comme elle le disait. Et en fait, sur un plan professionnel, c'est le tournant de ma vie. C'est le tournant de ma vie. Parce qu'elle va me faire rencontrer Denis Vialou. Je vais pouvoir accéder au calque de Glory, qui avait travaillé dans Lascaux. Et tout est parti de là. Donc j'ai préparé un mémoire à l'IS de Toulouse. Et ensuite, après ce mémoire de l'IS de Toulouse, malheureusement, elle venait juste de mourir, donc elle n'a pas vu le mémoire terminé. Elle n'a pas pu assister à la soutenance à Toulouse. Alors c'était quand même extraordinaire parce que, à l'époque, avant moi, elle avait eu bon nombre d'étudiants comme André Morala ou encore Alain Tur, qui sont aujourd'hui de très grands lithiciens, des spécialistes de la préhistoire, qui sont au Musée national de la préhistoire aux Aisies, tous les deux. Ils n'ont pas quitté les Aisies. Mais la note, il y avait une note qui était différente. Pourquoi? Parce que ta mère était une spécialiste du caillou, comme elle disait. Et elle a terminé sa vie, elle a terminé sa carrière de préhistorienne sur l'art préhistorique et sur Lascaux. Alors que c'était le caillou. Alors qu'elle venait d'aider André Morala, Alain Turc, mais sur l'industrie lithique. Je suis son dernier élève,
Et elle a terminé sa vie sur l'art préhistorique et sur Lascaux. Tous les lundis, tous mes jours de repos, à l'époque ça s'appelait la régie tourisme, nous avions qu'une seule journée de repos, je l'ai passé du matin au soir chez tes parents. Le midi, ton père rentrait, on discutait, on avait des discussions à ne plus en finir. Bon, c'était des bibliothèques vivantes, une culture monstrueuse. Et on parlait, il me racontait des tas de choses, c'était extraordinaire. Nous étions en train de manger, puis la musique, on entendait la musique en bruit de fond, c'était Mozart ou Bach, et là, hop, c'est le 4e verset, une culture exceptionnelle. Et donc ils m'ont appris énormément de choses, ils m'ont tout appris, quoi. Et elle me donnait des cours personnels. Sur la psychologie, la philosophie, sur les cailloux, sur l'orthographe, absolument sur tout. C'était quelqu'un qui pouvait être extrêmement sévère, mais je dis bien sévère, voire même cruel au niveau du travail. Il fallait que le travail soit fait. Elle m'a fait marner, comme on dit, hein. Mais c'était délicieux. Et lorsqu'ils sont partis à la retraite, à Agonac, j'allais à Agonac du matin au soir, régulièrement, une journée par semaine. Il m'arrivait même l'été de boire un martini avec ta mère à 22h le soir et partir à minuit. D'Agonac, et je rentrais chez moi. Et à minuit, elle me parlait de l'abbé Breuil, de ses souvenirs avec Denis Peyronie, sur les fouilles à tel endroit, avec Bord quand il partait en Nubie. Elle me racontait que ton père, pour la découverte de Rouffignac, était capable, parce qu'il était un des meilleurs journalistes de Sud-Ouest, était capable d'écrire 25 fois le même paragraphe différemment pour annoncer la même nouvelle. C'est ce qu'elle me répétait, souvent. C'est ça, hein? Bon, voilà, ce sont des moments délicieux que je partageais avec eux, que ça soit dans le logement de fonction à Logeriotte, ou que ça soit justement à Agonac. Et les derniers temps, d'ailleurs, et puis donc on travaillait, mais vraiment on travaillait à fond, hein. Et on travaillait, alors elle s'était passionnée, quoi, pour ce mémoire sur Lascaux. Et en plus on travaillait sur les signes, sur quelque chose qui est complètement abstrait, quoi. Elle était c'était une cartésienne. Elle était très forte, je pense, en mathématiques. Elle aurait été très bonne en électronique, je veux dire, elle avait une culture extraordinaire, quoi, c'était quand même... Alors ton père, lui, son rôle a été mineur, d'ailleurs, il intervenait pas souvent dans notre travail, il interférait rarement, parce que quand il le faisait, je pense qu'elle se permettait de le rabourer poliment. Ce qui était vrai, hein. D'accord, bon. Et puis... Je le connais bien, mon mari, hein, quand il commence à avoir... Alors, on mange, il aime bien le vin, et puis, quand je sens qu'il a un cheveu sur la langue, je lui fais remarquer, puis se tait. Voilà les anecdotes que j'ai, etc., qui me reviennent. Voilà, donc c'était extraordinaire. Et puis donc, cette maison à Agonac, où elle... ça, c'était vraiment dans les derniers temps, où elle avait un projet, je l'aidais à ranger ses livres. Il y avait une bibliothèque qui était impressionnante. Et elle avait lu tous les livres, je ne sais pas, il y avait 1000 livres ou 10 000, je ne sais plus, mais enfin, tu vois bien l'endroit où elle voulait faire une bibliothèque, où elle voulait faire des bureaux, hein, si je me rappelle bien, etc. Donc voilà, c'est pendant 11 ans, pendant 10 ans, 11 ans, j'ai fait corps avec tes parents. Et c'était on était vraiment dans l'art préhistorique. Je vais même aller plus loin. Je pense que si ton père avait été 10 ans de plus au Musée National, il avait même prévu pour moi une place au laboratoire. Secteur art préhistorique. Et même le premier travail, si je me rappelle bien, alors bien sûr, il fallait passer un concours, etc. Mais je l'aurais fait, et puis il m'aurait aidé à réviser, etc. Ce que ta mère déjà avait commencé à faire, parce que c'était c'était une préhistorienne, c'était un professeur, c'était une philosophe, c'était aussi une mère spirituelle. Tu vois ce que je veux dire? C'était quand même énorme. Puis elle a bien compris que pendant 11 ans, du matin au soir, au lieu d'aller jouer au football, etc., je venais travailler et apprendre. Donc j'en voulais, quoi. Donc c'est ça, hein. Puis elle a transmis une passion. Elle avait en plus, elle était passée maître depuis très longtemps dans l'art de la pédagogie. Tu pourras mesurer sa pédagogie d'ailleurs au cours de la conférence, parce que
Il y avait des enfants d'ailleurs. Je revois d'ailleurs comme c'était hier le public qui était là, etc. Donc elle était passée maître dans l'arbre de la pédagogie, etc. Et donc mon premier travail, si j'avais eu une place au Musée national, c'était de ranger les diapositives d'André Leroi-Gourhan. Hein, tu vois, Et alors, ce qui était extraordinaire, parce que tellement que tes parents me faisaient confiance, je suis parti en Espagne avec un collègue pour visiter, pour prendre des notes, etc. Et dans certaines grottes, on avait la possibilité de faire des photos, mais là, je ne sais pas s'il faudra que tu le dises, c'est ça. Et ton père m'avait fait suivre un stage de photographe avec le fils Jugy. Le père était son premier adjoint à l'époque, en photographie. Et j'étais parti en Espagne avec une partie du matériel du musée des Aisies, grâce à ton père. Et oui, c'est quand même extraordinaire. Alors, oh là là, il est mortel ce blouson. Dès que tu bouges, tiens, ah ouais. Écoute-toi toi-même en train de bouger, c'est monstrueux. C'est monstrueux. Vas-y, bouge un peu, tu vois. Ah oui, oui. Ouais. Et, je sais pas. Or, tu peux pas l'enlever, tu vas. Si, je vais l'enlever. Je sais pas quoi. Si, je vais l'enlever là. Je suis hyper emmerdé. Non, il y a longtemps à parler. Non. C'est 10 minutes. Mais tu vas voir. 10 minutes. Et je veux pas que ça te rappelle. Non. C'est mortel. Alors qu'est-ce que ça me passe? Attends, tu peux le mettre là plutôt? C'est génial. Voilà, vraiment. Moi, il faut que je le sorte tel que ça me revient et tel que je l'ai senti. Tu vois, c'était... C'est comme tu peux. Non, c'est trop ça. Ouais. On va carrément le placer dans le vidéo. Vas-y, c'est pas un problème. C'est pas... Vraiment, le cuir, ça fait des craquements. Donc, avant même que ce mémoire sur les S soit complètement finalisé, j'avais écrit un petit mémoire sur un synopsis sur le tourisme dans le cadre du stage donc, que j'effectuais. Donc, elle nous a quittés et je pensais, alors d'abord, bien sûr, elle m'avait transmis cette passion pour la préhistoire et je pense que une des plus belles façons de lui rendre hommage, c'était de continuer. Et j'ai fait un diplôme d'études doctorales au Muséum d'Histoire naturelle de Paris, sur Lascaux, que j'ai soutenu en 2004 avec mention très honorable. Donc je pense que c'était pour moi la plus belle façon de lui rendre hommage, à tout ce travail qu'elle avait mis en place depuis plus de 10 ans, quoi. Et je continue aujourd'hui, puisque je suis rattaché au laboratoire de recherche dirigé par Denis Vialou du Muséum d'Histoire naturelle de Paris. Et je continue à étudier l'art préhistorique, je continue à publier et je continuerai tout le temps. Voilà, donc ça s'inscrivait dans une perspective, dans une continuité. J'aimais énormément ça. Et pour lui rendre hommage, je pense que c'était quelque chose, parce que je suis un élève de Denis Vialou, mais j'ai été un élève de Geneviève Guichard. Et comment t'expliques qu'il soit passé de l'industrie lithique à l'art pariétal, enfin, elle du moins, comme ça, c'est... Non, parce que je crois qu'elle a compris que donc déjà, moi je n'étais pas étudiant en art préhistorique, je faisais un stage de tourisme donc, dans les grottes, et que elle a senti que j'avais des choses à dire sur l'art préhistorique et sur Lascaux. C'est elle qui l'a compris avant tout le monde. Elle a perçu en moi qu'il y avait un potentiel, ce que confirmera Denis Vialou ensuite au niveau d'idées, parce que Denis Vialou a toujours dit que j'avais de bonnes idées, mais c'est elle qui l'a détecté en premier. Et tout est parti de là, quoi. Il est sympa, Vialou, quand même. Extraordinaire. Ah oui. Extraordinaire. Je crois que je peux l'appeler. Ah oui. De 10 minutes. Tu l'appelles de ma part. Tu lui dis que tu es le fils de Madame Guichard. Il a très très bien connu. Il se fera un plaisir extraordinaire, parce que c'est quelqu'un de très cultivé, de très bien éduqué, de très intelligent. Il habite à Paris. Voilà. Il habite où? Il habite à
pas loin de Saint-Lazare, je crois. Mais il te recevra dans son magnifique bureau à l'Institut de paléontologie humaine, qui est à 500 mètres de la gare d'Austerlitz. Oui, je vois très bien aussi. Et il connaissait très bien ton père, alors là... C'était, si tu veux, c'était le même groupe, avec les deux Luc, avec Laure Blanchet, si tu veux, la même famille. Hein. Voilà, hein, c'est... Bon, t'as froid, là. Non, mais... Bon, qu'est-ce que je pourrais te demander d'autre? Ouais, plus sur la personnalité de mes parents, ils étaient très différents l'un et l'autre, hein, mon père et ma mère. Ils se complétaient bien, mais je veux dire, ils avaient tous les deux un côté expansif, mais pas du tout de la même façon, hein, quand même. Qu'est-ce que tu pourrais en dire? Ben, moi, je travaillais beaucoup avec ta mère. Oui. Alors, bon, c'était surtout avec ta mère que j'avais affaire. Hein. Ton père, je le voyais que de façon sporadique. On mangeait le midi, donc forcément, on pouvait discuter de tas de choses complètement différentes. Littérature. À tous les niveaux. À tous les niveaux, à tous les niveaux. Et puis ta mère avait beaucoup de passion. Elle adorait les cartes postales, tu l'entendras. Mais des cartes postales originales, elle voulait, tu vois, pas des cartes postales, scènes de paysages, etc. Elle collectionnait des chouettes, si je me rappelle bien. Oui, tout à fait. Bon, voilà. Non, c'est... Et toi, t'as pas des photos de toi avec elle ou de... Non. Alors, Elle aimait pas se faire photographier. Oh, il m'est arrivé de venir la chercher pour aller à l'ESCO 2 avec un photographe à l'époque, Marcel Abad. Ah oui, il m'avait raconté une histoire sur Marcel Abad, je crois. Il lui avait demandé de prendre des photos de la façade de l'Institut de paléontologie humaine à Paris. Et pas loin, il y a la DST. Et je crois qu'il s'était fait interpeller. Alors, est-ce que c'était un espion? Enfin, voilà une anecdote qui me revient maintenant, hein, que je ne déforme pas, mais je crois que c'est ça. Hein. Et Marcel Abad, il existe toujours? Il est où? S'il existe toujours, il faudrait... Je pense que... Il est dans le Lot, s'il est toujours vivant, ce monsieur, parce qu'il y a très longtemps. Hein. C'est un photographe professionnel. Ah oui, c'était un photographe, et donc il était venu dans l'ASCO 2, pour faire des photos. Et puis donc, là, vous allez faire comme ça. Vous entendez, hein, Marcel? Comme ça, parce que ta mère était quand même très dirigiste, très autoritaire, hein. C'était quelqu'un de très autoritaire, immensément aimé, parce qu'elle avait cette pédagogie, elle avait un caractère fort, quoi. Je veux dire, elle marquait les esprits. On se rappelait de Madame Guichard. Ça ne pouvait pas en être autrement. Et, ah oui, elle était... Hein, c'était quelqu'un de... Voilà. Et donc, j'étais allé la chercher en voiture, on s'était arrêté au Moustier, prendre un pot, sur une terrasse qui fait angle. À l'époque, c'était un papy qui servait, qui était propriétaire, qui aimait bien la préhistoire. Il lui avait même dessiné un biface, il avait gardé le dessin, etc. Oui. Non, c'était... Voilà, c'était extraordinaire. Hein. Non, c'était extraordinaire. Et puis donc, oui, littérature, philosophie, mais quel était le domaine qu'ils ignoraient? Je n'en connais pas. Je n'en connais pas. Une culture gigantesque. Une culture gigantesque, mais à tous les niveaux. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Elle aurait été capable de donner des cours de mathématiques, de français, de latin, du vieux français, etc., etc. Je veux dire, c'est énorme. Non, une culture gigantesque. Et puis alors cette ambiance, là, ces meubles, etc. Toute cette ambiance, quoi. On ne savait pas si on était dans le salon ou si on était dans un musée en même temps. Tu vois ce que je veux dire? Donc on est un lieu de culture, baigné de culture et de savoir. C'était un lieu de savoir chez tes parents. Un lieu de savoir. Avec des moments de convivialité, tenez un martini, à l'époque de Noël, ton père, je me rappelle, sort une boîte de chocolat, écoute, elles sont dégueulasses, mais on va quand même les bouffer, mais comme ça, hein, bon, voilà. voilà, etc. Il y avait une ambiance très forte au bureau, là-haut, avec les masques et tous les bouquins. Oui, voilà, c'est ça, un lieu de savoir. C'est ça, voilà, un lieu de savoir, un lieu mystique en même temps, mais un haut lieu de la spiritualité, puis des souvenirs énormes, et puis de culture, voilà.
Puis ils avaient connu, c'était des élèves de Borde, qui était le maître de la typologie mondiale à l'époque. Je pense que c'est Borde qui avait installé ton père au musée, etc. Et puis voilà, et puis moi je sais qu'au niveau des fouilles archéologiques, dans les années 60, ton père a fait un travail fondamental, et c'était un des meilleurs fouilleurs du monde, je crois, même dans les années 60. Et lui, je me rappelle, ton père se plaignait de ne pas avoir le temps d'écrire plus de bouquins sur la préhistoire. Ils ont écrit un... Je l'ai chez moi. Ça s'appelle, c'est dans la collection des guides bleus. Ah, tu l'as, parce que moi, je l'ai, cherche dans mon mais garage, je ne le l'ai, trouve pas. je l'ai. Périgord-Quercy, il y a tout un truc. Voilà, et c'est eux qui l'ont écrit. Alors si tu le trouves pas, tu vas me donner ton adresse, je te l'enverrai. En photocopie, Et donc, scan, alors, l'anecdote, elle est là. Il y a marqué Jean Guichard, mais vous comprenez, hein, c'est moi qui l'ai écrit. Pour reprendre, pour citer ta mère. C'est moi quand même. Bon, voilà, quoi. Bon. Vous me recommencez cette faute, je vous baffe la gueule, hein. Comme ça, voilà, bon, voilà, hein. Je vous baffe la gueule, hein. Bon, voilà, c'était du tonique, hein. Non, c'était tonique, hein. Et alors, quand elle a disparu, j'étais à Paris, et on m'a trouvé pour m'annoncer cette triste nouvelle. J'étais à Paris, on a réussi à me trouver pour m'apprendre. Donc je suis redescendu aussitôt. Et je crois que c'est à l'occasion de cette triste nouvelle que j'ai vu, je crois, pour la première ou la dernière fois de ma vie, ta sœur, que je ne connaissais pas. Je ne me rappelle pas l'avoir vue. Ou alors... je ne me rappelle pas l'avoir vue aux EI. Voilà. Voilà. Bon, Denis, merci. Écoute, tu m'as fait un enfer extrêmement intéressant sur l'anecdote, oui. Que je vais taper en entier pour pouvoir surligner les trucs qui m'intéressent. Et puis alors ça, c'est quelque chose. 1h30. Alors, quelqu'un m'avait donné une photo de ton père. Si je la retrouve, je fais une photocopie, je te l'envoie. Un monsieur qui était passé à l'ASCO 2 me dit, mais oui, mais j'ai bien connu monsieur Guichard. Il m'a envoyé cette photo, je ne sais pas où on l'a placée, où ma femme l'a placée. J'aurais pu t'amener des croquis de ta mère qu'elle m'avait fait pendant qu'elle me donnait des cours. J'ai ça. Écoute, si tu peux me scanner 2-3 trucs et me les je vais envoyer, te faire un dossier. donner, Écoute, comme je disais à ma femme, tout ce que je vais trouver qui concerne ta mère, tu l'auras, parce que quand même c'est tout à fait normal. Et là, je me suis dit, de l'entendre là pendant 1h30, là, ça va être extraordinaire. Parce que là, ah oui, absolument, ah oui, certainement. Bon, attends, j'essaie de trouver un papier à peu près convenable pour te filer mon adresse email. Je remets le bouton. Bien sûr, vas-y. Et tu vas téléphoner, je vais te donner l'adresse. Voilà. Là, fais gaffe, ça sèche. Il faut que ça sèche. Voilà. Donc, il faudrait que tu donnes tes coordonnées postales pour t'envoyer les photocopies, tout ça. D'accord. Alors, je vais les ajouter aussi secs. Ouais. Le prénom de ton fils, c'est Antoine. Antoine Guichard. Et Camille la Grande. Camille. Ils sont toutes les deux à Saint-Jean. Ouais. J'habite à Garches, c'est près de Saint-Cloud. C'est pas loin de mon boulot. Voilà.